Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévision. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévision. Il est tout à fait normal, nous avons décidé avec la rédaction de consacrer un numéro à l'actu spécial pour rendre hommage à ces victimes de Nouvelle-Zélande. Je vous rappelle donc 50 fidèles, des hommes, des enfants, des adultes âgés entre 3 ans et 77 ans, vendredi dernier, à l'heure de la prière, un extrémiste australien qui malheureusement a diffusé ces images en direct qui ont malheureusement fait le tour de la toile. Donc c'est un terroriste, tout simplement un criminel, même s'il est présumé aujourd'hui. Mais vu ses actes, vu ce qu'on a vu à l'écran, on ne peut pas le décrire autrement. Alors volontairement, j'ai décidé bien évidemment de ne pas diffuser sa photo et encore moins de citer son nom avec nous sur ce plateau. Pour en parler, donc bienvenue à vous messieurs. Mohamed Bajrafil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes imam, théologien et imam à Ivry-sur-Seine. Abderrahmane Edjouj, bonsoir Abderrahmane. Bonsoir. Bienvenue à vous une nouvelle fois. On a le plaisir aussi de vous recevoir il y a quelques temps, notamment on va en parler ce soir. Et on reviendra sur ce documentaire que vous avez consacré notamment à ce drame, à cette tuerie qui a eu lieu le 29 janvier 2017, notamment à Québec, qui a fait donc 6 morts et une vingtaine de blessés. Ça s'appelle « Ta dernière marche dans la mosquée ». Au téléphone avec nous, Abdellah Zekri, bonsoir. Oui. Bonsoir Monsieur Zekri, je rappelle donc merci d'être avec nous. Vous êtes dans le sud de la France, merci d'être en direct avec nous pour ce nouveau numéro L'Actu. Vous êtes président de l'Observatoire contre l'islamophobie. On va revenir avec vous bien évidemment sur ce drame inqualifiable de vendredi dernier en Nouvelle-Zélande. Et puis on reviendra notamment sur ces actes islamophobes, notamment en France. Il est avec nous aussi en direct de la région parisienne. Atef Rouma, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Atef Rouma, vous êtes donc adjoint au maire à la ville d'Ivry-sur-Seine. J'ai souhaité vous avoir au téléphone ce soir car dimanche dernier, il y a à peine 48 heures, vous avez consacré au sein de la ville d'Ivry-sur-Seine à 17h30 un hommage justement à ce massacre et à cette tuerie. D'ailleurs, je crois que Mohamed Bajrafil, vous étiez aussi présent. Merci à tous les quatre. Bien, peut-être pour commencer, Mohamed Bajrafil, peut-être une réaction, peut-être un mot, un hommage à ces victimes. Un mot, c'est l'horreur, la consternation de voir qu'un humain peut à ce point être barbare. Et le terme humain est ici utilisé entre guillemets, parce qu'à partir de l'instant où on n'a plus de compassion, on n'a plus la notion de pitié, c'est qu'on a cessé d'être humain. Donc si j'ai un mot à dire, c'est de dire que finalement, ce sont des humains qui n'ont d'humain que la peau, comme dit un adage comorien. Et un hadith du prophète me vient en tête tout de suite en vous entendant parler, qui dit que l'homme est une construction, ou la construction de Dieu. Et maudit la personne qui l'a détruite, cette construction. Et depuis maintenant une dizaine d'années, voire plus, des innocents sont tués ici et là au nom d'idéologies diverses, voire au nom de religions. Et en 2012, par exemple, on a vu à Toulouse quelqu'un abattre des enfants à bout portant et dire qu'en 2019, la même chose, ce petit de 3 ans, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Enfin, qu'est-ce que l'on peut dire avec ça? Parce que les mots me manquent. Quel humain normalement constitué peut vouloir voir un enfant de 3 ans et lui tirer dessus? Peut-on encore parler d'humanisme? Quand à Toulouse, pareil, des enfants de 2 ans ou 3 ans, là, les mots me manquent en réalité. On va revenir bien évidemment, vous aurez le temps de vous exprimer les uns et les autres tout au long de cette émission. Peut-être une réaction, j'ai envie de vous dire, peut-être quelques mots. Pareil, donc Abderrahmane Edjouj sur ce drame vendredi dernier. Encore une fois, ce terme d'horreur qui vient, c'est absolument bouleversant. Une grosse pensée pour les proches des victimes, parce qu'aujourd'hui on compte 50 morts, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des dizaines de veuves, des dizaines de veufs, des dizaines, peut-être des centaines d'orphelins.
toute une communauté qui est tragiquement, psychologiquement blessée, tout un pays aussi qui est meurtri par cet événement. Il y a les morts, il y a ceux qui restent, il y a cette douleur qui va rester, il y a ce traumatisme qui va rester, qui touche aujourd'hui de manière mondiale énormément de gens à travers le monde. Et j'ai envie d'avoir une pensée avant tout pour les proches des victimes parce que on l'a déjà vécu au Québec, hein. On est allé sur place, on a vu les conséquences que ça peut avoir. Et malheureusement, aujourd'hui, on est monté d'un cran dans la barbarie. Malheureusement, on avait dit que le drame du Québec était historiquement tragique et que c'était la première attaque de ce type dans un pays musulman. C'était malheureusement prémonitoire. On avait dit que c'était possible que ça se reproduise. Et aujourd'hui, j'ai avant tout envie de penser aux proches des victimes. Et puis, dans un deuxième temps, on discutera de ce que ça implique et de comment on va pouvoir gérer ces événements. Abdelaz Ekri au téléphone. Je rappelle, vous êtes donc le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie. Vous pouvez bien évidemment une nouvelle fois réagir, dire quelques mots sur cette tragédie inqualifiable. Et puis vous évoquiez il y a quelques jours seulement, notamment sur certaines presses, que les actes islamophobes ont baissé en France. Mais je crois que ce qui s'est passé vendredi dernier, je veux dire, défie toute concurrence de n'importe quel taux d'islamophobes sur toutes ces décennies. Oui, tout à fait. Vous savez, pour moi, il s'agit franchement d'un acte terroriste horrible, terrifiant à la fois et horrifiant, et non pas commis par un tireur, comme certains disent, mais par un terroriste. C'est un acte criminel sans précédent qui a été perpétué contre des fidèles se rendant à la mosquée pour la grande prière du vendredi, nous a bouleversés, nous a attristés. C'est une tuerie de masse. Dans les pays anglo-saxons, quand ils font les choses, ils le font en masse. C'est une tuerie. C'est un genre de terrorisme qui ne respecte ni les vies humaines, ni les lieux sacrés. Ça a été une attaque programmée, préméditée, filmée par les auteurs. Donc, par conséquent, on ne peut pas parler d'un acte de quelqu'un qui a uniquement tiré comme ça sur la foule. On a tué des femmes, on a tué des enfants, on a tué des personnes âgées. C'est criminel, et ce qui est révoltant encore, c'est que certaines réactions ici en France de certains groupuscules qui disent œil pour œil, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire l'apologie du terrorisme et l'incitation au crime quand il s'agit de musulmans. Ça ne peut être que condamné. Et les musulmans doivent s'entendre entre eux. Les musulmans doivent dénoncer tout cela en même temps et arrêter les querelles et puis les égos. On reviendra avec vous, bien évidemment, puisque vous avez aussi porté plainte, notamment après le tweet de Catherine Blin, qui est élue régionale bretonne, et qui, donc, elle, sur un tweet, je le rappelle, mais on va y revenir dans quelques instants, donc, l'élu a publié clairement, donc, je cite, tuerie en Nouvelle-Zélande, œil pour œil, et on va y revenir dans quelques instants. Atef Rouma, bonsoir une nouvelle fois, vous êtes maire adjoint à la ville d'Ivry. Oui, merci. Bonsoir, Monsieur Cassi. Merci de m'inviter. C'est une première pour moi. Je vous en prie, bienvenue à vous. Il était important pour moi d'inviter un représentant, en tout cas, et j'ai été aussi très touché par votre discours, votre intervention, les mots que vous avez donc prononcés devant la mairie d'Ivry-sur-Seine. D'abord, peut-être une réaction aussi, peut-être quelques mots envers les victimes qui ne sont... Voilà, pour une grande partie, pour 50 personnes précisément décédées, et puis pour leurs proches. Et puis, dans le cadre de ce discours, mais voilà, on va y revenir aussi tout au long de la soirée, vous avez dit clairement, pour vous, hein, ce sont des actes islamophobes. Attention à ne pas peut-être définir ça d'actes de violence, tout simplement, ou de haine sociale. Merci, monsieur Cassi, de cette invitation. Je tiens à saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs. Saluer nos invités qui sont en duplex. Hein. Comme j'ai pu le dire, on ne s'habituera jamais à ce genre de rassemblement. La ville d'Ivry-sur-Seine est forte de rassemblements joyeux, et ces rassemblements tristes, on n'y arrive pas, on ne s'y habituera jamais. Donc c'est un appel qui a été lancé à l'initiative du collectif Al-Nour, auquel quasi toutes les organisations politiques de la ville ont répondu par la favorable. Quand je dis quasi toutes, chacun saura faire les comptes. Je tiens à rendre un hommage appuyé aux victimes de ces attentats qui n'ont rien demandé à personne, à part de pratiquer leur religion dans des
dans la paix qu'elle incarne. Rendre hommage aussi à toutes les victimes des attentats, parce qu'on sait que chaque attentat terroriste réveille des cauchemars, et on sait que les plaies du terrorisme ne guériront jamais. Sachant qu'on est dans une société où certains et certaines entretiennent ce discours raciste, qu'il soit islamophobe, qu'il soit antisémite ou de toute nature qu'il soit, je le condamnerai et je continuerai toujours à le condamner. Comme je dis, on n'arrive pas à s'habituer à ce qui se passe, et il s'agit bien, dans ce cas-là, d'islamophobie. On va y revenir avec vous Très bien, tout au long de la soirée. Ce que je propose aux téléspectateurs donc un retour en images avec ce Air News résumé de cette tragédie. Donc, je vous le rappelle, vendredi dernier en Nouvelle-Zélande, réalisé par Aziza El Ouagadi et Kamel Dakwani. Si vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus sur Air Télévision pour ce numéro, l'actu spécial. On rend hommage ce soir à ces victimes en Nouvelle-Zélande vendredi dernier qui, je vous le rappelle, donc 50 morts, âgés de 3 ans à 77 ans, vous l'avez compris, des enfants, des femmes, des hommes, des adultes. Le plus jeune avait seulement 3 ans. Mohamed Bajrafil, on va, alors je le disais tout à l'heure, hein, on ne va pas revenir sur ce personnage qui est aujourd'hui donc aux mains de la justice, mais on l'a vu sur ce petit reportage, un récit assez paranoïaque, extrémiste. Il évoque un génocide des Blancs. Sa solution, écraser l'immigration et déporter les envahisseurs qui vivent déjà sur notre sol. Pour vous, quand on a affaire à ce genre d'individus, si jeunes d'ailleurs, comment on en arrive à accumuler autant de haine et à avoir peut-être un tel comportement? Il y a une phrase de Sartre qui me vient en tête en vous entendant poser votre question, qui est la suivante: parler, c'est agir. La personne qui derrière, ou les personnes qui théorisent des mensonges de cette nature, pour qui nos parents qui ont été appelés ici, ou dont certains ont fui soit des persécutions, soit des conditions financières difficiles, leur pays d'origine, pour venir ici travailler et être en paix, dire que cela, c'est une organisation qui a été fomentée, ourdie pour venir, soi-disant, remplacer la population, entre guillemets, locale, c'est vraiment avoir, comme on dit vulgairement, un grain dans la tête. Mais encore une fois, ces gens-là qui tiennent ces discours, les théoriciens de la haine, ceux que l'on pourrait appeler les dealers de la haine,
c'est à cela qu'il faut clairement s'attaquer en démontant point par point leurs thèses, qui sont des thèses fumistes, mensongères. Pas plus tard que ce matin, j'en ai entendu un dire clairement que c'est faux. La majorité des victimes d'attentats terroristes commis au nom de l'islam ne seraient pas musulmanes. Enfin, il faut vraiment venir d'une autre planète pour entendre des billevesées pareilles. Mais vous savez, comme on dit, plus la ficelle est grosse, plus elle a de chances d'être acceptée par les gens. Et notre problème à nous aujourd'hui, et je vous remercie pour votre invitation, est que souvent, il y a des médias qui invitent ces gens-là et qui ne leur donnent pas de contradicteurs, ou en tout cas, tu as l'impression qu'ils ont pris fait et cause pour ces discours de haine. Et je pense que la responsabilité de tout un chacun, il est venu le temps qu'elle soit clairement définie. Tout en vous rappelant une chose, et je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'au Rwanda, en 93-94, il s'était propagé une idéologie du même acabit qui, cette fois-ci, n'avait aucun relent religieux. C'est des gens qui ont vécu ensemble pendant des milliers d'années et du jour au lendemain, une radio qui s'est rendue tristement célèbre, qui s'appelle Radio Mille Collines, a décidé de diffuser une idéologie assassine qui n'est pas du tout différente de celle-ci, et ça s'est terminé en 3 semaines par près d'1 million de morts. Donc si on a... Du génocide exactement, du génocide dont étaient victimes les Tutsis. Et ça s'est fait en un temps record. On en est venu même à tuer son enfant parce qu'on l'a eu avec une personne d'une autre ethnie. C'est vous dire à quel point, quand une folie de masse s'empare de la conscience des gens, il est difficile de s'arrêter. Abdellah Zekri, je pense que vous allez pouvoir aussi réagir là-dessus, car vous combattez aussi ces personnes ou ces organisations. Vous avez porté plainte notamment aussi contre Catherine Blin, élue régionale de Bretonne, donc, qui, elle, a envoyé ce tweet qui, pour vous, donc, incite aussi à la haine. Donc, coûte que coûte, il faut continuer à combattre notamment parfois ces élus politiques, ces organisations, ces individus qui, tout au long de l'année, peut-être incitent et construisent ce genre d'individus et qui les amènent à de telles horreurs. Oui, tout à fait. Vous savez, moi, tout de suite, j'ai pris contact avec les avocats. Nous avons déposé plainte hier pour apologie du terrorisme et incitation au crime contre Madame Catherine Blin, parce qu'elle n'est pas sa première sortie. Vous savez, en 2017, déjà, elle avait fait une déclaration lors des élections législatives pour dire honte à l'islam, qu'il faut éradiquer de notre sol par principe de précaution. Déjà en 2017, elle avait ce discours. Mais Madame Blin, elle n'est pas la seule. Madame Blin, c'est la continuité de certains hommes politiques, toute tendance d'ailleurs, hein, qui actuellement, qu'est-ce qu'on parle? On parle de migrants, d'émigrés, et on parle naturellement de terrorisme islamiste. Alors, il va de soi que si, il faut porter plainte à chaque fois, il faut essayer d'arriver à les condamner, même si c'est très difficile. On a eu des cas sur votre plateau que j'avais évoqué, quand on porte plainte contre un élu, qu'on perd le dossier. Donc, j'ai également porté plainte contre l'État français. Il y a plusieurs plaintes qui sont en cours. Et on envisage également de porter plainte dans les 24 heures contre Facebook, qui a permis la diffusion de 7 minutes de ces images horribles qui ont été vues même par des enfants, qui ont été choqués. Donc, par conséquent, je pense que ça sera la première fois que Facebook va être poursuivi, et je suis très content que qu'il soit poursuivi par une association musulmane. Ça sera une première. D'ailleurs, je rappelle que le président du Conseil régional de Bretagne, Loïc Chenet-Girard, lui aussi a annoncé sur son compte sa volonté d'engager une procédure à l'encontre de Catherine Blin pour incitation au meurtre. Avant de vous donner la parole, Abderrahmane Edjoudj, Atef Rouma, vous êtes élu politique, maire adjoint à la ville d'Ivry. Comment vous pouvez expliquer qu'à un moment donné, aussi un certain nombre d'élus, alors on a bien compris, je crois que au sein de la ville d'Ivry, ce n'était pas du tout le cas, loin de là, mais qu'un certain nombre d'élus politiques qui, tout au long de l'année, vont peut-être polémiquer sur un certain nombre de choses qui parfois ne sont pas utiles. On l'a vu dernièrement, notamment avec cette cagoule, enfin, que pourrait utiliser n'importe quel sportif et sportive. Voilà, entre les médias, parfois certains hommes et femmes politiques, comment vous pouvez expliquer qu'il y a peut-être un certain comportement d'irresponsabilité? Alors, je ne sais pas expliquer comment ces gens pensent et comment ils en arrivent à de telles responsabilités, hein.
Aujourd'hui, quand on fait de la politique, on peut avoir des divergences d'idées, il n'y a aucun souci, mais de là à faire son commerce politique sur la stigmatisation d'une ou toute une partie de la population, je trouve ça très dommageable pour la politique. Et la politique en ressort appauvrie et non enrichie. Nous, à Ivry, je pense qu'on fait partie des villes exemplaires où le vivre ensemble est la centralité de notre action politique. Hein. Tout au long de l'année, avec le maire et l'équipe municipale, on essaye d'échanger avec les responsables de la mosquée, avec les responsables de la synagogue, avec les responsables de la paroisse catholique, et on a un dialogue interculturel qui fait que on se dit des choses, même des choses qui ne font pas plaisir, mais on a au moins le franc mérite de se le dire. On ne se cache pas derrière notre petit doigt. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que... Je poserai la même question un peu plus tard à Abdellah Zekri. Comment la classe politique française a été beaucoup critiquée. On a interviewé il y a quelques heures l'imam Nordin Aoussat. Comment vous pouvez peut-être qualifier est-ce qu'il y a eu, vous avez senti un réel soutien notamment du président de la République qui, je rappelle, a donc lui aussi apporté un soutien dans le cadre d'un tweet, ou encore le ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que vous pensez que là, dans ces moments-là, il y a aussi un réel soutien notamment de la gouvernance ou de la présidence de la République et des hauts responsables de l'État? La classe politique, moi, je ne l'ai pas trouvée sur cet événement à la hauteur de ce qu'elle doit être. Elle n'en est pas ressortie grandie, malheureusement. D'habitude, on a des prises de position qui sont beaucoup plus tranchées, qui sont à la hauteur de ce qu'elles doivent être. Là, sur ce crime terroriste, j'ai l'impression qu'on a un peu ce qui se produit, comme c'est à des milliers de kilomètres, excusez-moi, on ne se sent pas très responsable. Sauf que la personne qui est passée à l'acte, aujourd'hui, dit qu'il a construit son idéologie en France. La théorie qu'il a construite, celle du grand remplacement, il l'a en partie construit en France. Donc il y a quelque chose qui devrait nous alerter là. Oui, il le dit clairement. Il est passé à un moment donné, notamment en France, pour se radicaliser. Je vais quand même tout de même rappeler le tweet du président de la République, même si on l'a vu tout à l'heure dans le cadre de ce petit reportage Air News. Des crimes odieux. La France se dresse contre toute forme d'extrémisme. Toutes nos pensées pour les victimes. Des crimes odieux contre les mosquées donc de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et pour leurs proches, la France se dresse contre toute forme d'extrémisme et agit avec ses partenaires contre le terrorisme dans le monde. C'est vrai que ce qui a été reproché pour une certain nombre de responsables, notamment de cultes musulmans, de confession musulmane, pardon, le terme d'islamophobie n'a pas été employé, notamment par le président. C'est quelque chose qui vous a gêné, ça, Abderrahmane Edjouj? De manière générale, c'est un débat qui revient assez fréquemment. Et aujourd'hui, on se rend compte que, effectivement, de manière globale, la classe politique et la classe médiatique n'a pas du tout été à la hauteur. En tout cas, n'a pas honoré, je pense, sa fonction vis-à-vis de ce crime haineux. Ça avait déjà été le cas pour l'attentat au Québec, ça a été le cas pour d'autres faits. Malheureusement, on sent une forme de retenue dans la qualification de ces actes. Est-ce que cet acte-là, ce qui s'est passé malheureusement vendredi matin, bon, ça a lieu dans une mosquée, dans 2 mosquées, hélas, bon, c'est un acte islamophobe, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Oui, c'est clairement un acte islamophobe. Après, c'est vrai que sur le terme d'islamophobie, moi j'ai tendance à... quand on parle de phobie, c'est un peu... sur le plan médical, c'est une peur qu'on ne maîtrise pas, une peur qui s'impose à nous. Et voilà, il y a des thérapies parfois chez certains patients psychiatriques contre des phobies, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est de l'islamo-paranoïa, c'est une idée politique qui est clairement définie et qui est clairement mise en place. C'est des revendications qui sont similaires, qui font appel à des idéologies de suprématie blanche. On l'avait déjà vu
pour Alexandre Bissonnette pour l'attentat du Québec, on la retrouve ici, c'est des références aujourd'hui qui prennent forme et malheureusement on a l'impression qu'il y a une réelle idéologie qui est en train de se mettre en place et la classe politique et les médias de manière générale doivent prendre leurs responsabilités et définir les choses clairement. Et c'est vrai que cette demi-mesure finalement est une injustice de plus faite premièrement à ces victimes de ces attentats et deuxièmement à la communauté musulmane dans son ensemble qui encore une fois n'est pas, on va dire, respectée ou prise au sérieux dans ces blessures. Et quand on voit que certains rédacteurs en chef osent parler de match retour, osent faire des comptes de manière aussi odieuse et de manière complètement comment dirais-je, complètement banalisée à la télé, ça pose beaucoup de questions sur la façon dont nos sociétés sont en train de gérer ces questions. Abderrahmane Abdelazekri, pardon, vous êtes en ligne toujours avec nous. Peut-être une réaction, et c'est effectivement, est-ce que d'ailleurs, Tefrouma, vous avez qualifié de certaines polémiques de nauséabondes. Je pense que vous pensiez notamment, vous faites allusion notamment au Burkini, par exemple, ou peut-être à cette tenue vestimentaire au niveau du visage proposée par Decathlon il y a quelque temps. Est-ce que, Abdelazekri, peut-être une réaction là-dessus, sur ces moments tout au long de l'année qui sont prises effectivement peut-être par les médias et qui peuvent peut-être, selon vous, ou pas, susciter des réactions d'une part et d'autre, ou peut-être générer à un moment donné des actes ou une mauvaise image de l'islam? Oui, je voudrais d'abord revenir sur le tweet du président. Moi, j'étais déçu parce que je pense qu'il aurait pu faire plus qu'un tweet. Ça méritait pas, ça méritait autre chose. Ça méritait une déclaration assez forte et un soutien assez fort. Un tweet, vous savez, maintenant, c'est devenu n'importe qui peut tweeter, ça n'a aucun sens. Concernant Ivry, je voudrais dire une chose, malgré qu'il y a des bonnes relations entre la mosquée, entre les responsables de la communauté juive, mais il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont eu un maire qui a été parmi les plus gros racistes, M. Valls, hein, avec son islamofascisme et avec ses déclarations tout oui, alors attendez, contre les musulmans. Oui, Abdellah, oui, c'est pas trop. Alors on a Ivry qui a on a Ivry-sur-Seine en ligne. Excusez-moi, Mohamed Manuel Valls, mais Ivry-sur-Seine, à côté de Paris, le maire s'appelle Philippe Bouissou. Et il n'a jamais été. Je me suis trompé de. Oui, voilà. J'ai peut-être écorché la prononciation, donc c'est Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, et vous avez Évry, fut un temps, Manuel Valls était maire. Eh ben, ça a été une occasion d'épingler un ancien Premier ministre qui avait, lui, franchement, l'islamophobie dans le sang. Maintenant, concernant la situation actuelle, vous me parlez du Burkini, vous me parlez de Decathlon, il va de soi que on a voulu faire tout un cinéma sur ça. Ce sont des opérations commerciales. Le Burkini, vous savez, je vais vous donner un chiffre, il y avait 9 femmes à travers le territoire français, 9 uniquement qui ont porté le Burkini. Il y en a fait tout un drame avec des déclarations franchement contre les femmes musulmanes. Alors je pousse ma question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on utilise ou on se préoccupe effectivement quand on pense qu'il y a une dizaine de personnes qui ont utilisé le Burkini, ou il y a quelques personnes sportives qui vont courir en se couvrant la tête, effectivement comparé aux difficultés d'emploi, de pouvoir d'achat et de problèmes sociaux en France, c'est vrai que c'est infime, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'arrête là-dessus, que le politique s'arrête là-dessus, que les médias s'arrêtent là-dessus? C'est toujours peut-être à un moment donné, vous qualifiez ça peut-être toujours d'islamophobie, ou ça a sa légitimité? Parce que ça fait marcher les médias, ils n'ont rien à dire. Dès qu'il y a l'islam, on en parle pendant 2-3 jours. Incroyable, regardez ce qui s'est passé là en Nouvelle-Zélande. On en a parlé. Est-ce qu'on entend parler aujourd'hui? On n'entend presque plus parler. Mais le Burkini, c'était une semaine. Le Decathlon, c'était 4-5 jours sur toutes les chaînes nationales et surtout particulièrement sur BFM TV ou sur CNews. C'était en permanence. Les radios également, j'ai fait l'intervention chez Riquet pour justement condamner ces personnes qui s'attaquent à ces filles qui portent le Burkini ou qui ont voulu porter une tenue pour faire du sport. Vous l'avez eu le président de la République depuis vendredi ou pas? Ou peut-être son cabinet? Non, on devait le voir pour un autre événement et c'est nous qui avons annulé la rencontre. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, par conséquent, on est en train de parler d'un sujet actuellement par rapport à l'islam et aux musulmans. Il est vrai que j'ai dit dernièrement au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, dans une rencontre,
Et j'ai fait appel aux musulmans en disant que nous allons en ligne droite dans une élection européenne et que les musulmans vont recevoir plein la gueule par des discours de racisme, par des attaques, etc., juste pour des campagnes électorales. Et ça, on ne peut pas lui supporter. Concernant les télévisions, j'ai entendu un des confrères qui a parlé de ce sujet-là. Chaque fois on parle de l'islam ou des musulmans, on invite sur les plateaux des gens de l'extrême droite, des gens racistes, etc., mais jamais on invite un musulman qui puisse être en face d'eux et leur répondre et leur faire taire. Ou bien si on invite des musulmans, on invite un ou deux arabes de service qui sont connus. Ça vous arrive quand même d'être invité sur des plateaux Oui, mais d'accord, mais je vous dis, lorsque... Mohamed Bajrafil, d'ailleurs, vous êtes aussi invité sur des plateaux. Oui. On a pu vous voir dernièrement, notamment sur... Actuellement, il y a des débats, je vous dis, sur l'islam, etc., où je n'ai pas vu un seul musulman présent pour répondre à certains détracteurs de la religion et des musulmans. En tout cas, c'est pas le cas ce soir. On souhaitait vraiment vous inviter les uns et les autres pour avoir voilà, une réaction et puis surtout rendre hommage à ces victimes. Bon, ce sont des images un peu poignantes, mais on souhaitait vraiment voilà, diffuser ces visages de ces personnes qui ont perdu la vue. Je vous rappelle, 50 fidèles entre 3 ans et 77 ans, des enfants, des hommes et des femmes.
des images assez difficiles à regarder. C'était donc les portraits des 50 personnes tuées, assassinées vendredi dernier donc en Nouvelle-Zélande, dans 2 mosquées de Christchurch exactement. Difficile de retrouver ces mots. Mohamed Bajrafil, est-ce que la communauté musulmane, après cette tuerie, cette tragédie vendredi dernier, est-ce qu'elle n'aurait peut-être pas pu, elle, générer et organiser une marche? Je pense que... pour rendre hommage, est-ce qu'elle ne peut pas, à un moment donné, on a senti, et je reprends encore les mots de l'imam Nordina Oussad, c'est vrai que lui aussi, il dénonce, comme certains autres responsables de la communauté musulmane, qu'à un moment donné, ça manquait un peu d'organisation, peut-être. Alors, il se passe des choses un peu partout. On a Atef Rouma qu'on va entendre dans quelques instants comme à Ivry, mais est-ce qu'il n'a pas manqué, à un moment donné, un engouement national réuni? Je pense que... au risque d'étonner un peu, la réaction ne doit pas seulement venir des musulmans. Je pense que le piège dans lequel on veut nous faire tomber, ou on veut nous voir tomber, c'est justement celui de ce que certains utilisent, brandissent en parlant de communautarisme. Il ne faut pas que les peines qui frappent les juifs soient des peines juives exclusivement. Il ne faut pas que les peines qui frappent les musulmans soient des peines musulmanes exclusivement. Il ne faut pas que les peines qui frappent ou qui peuvent frapper les chrétiens ou les autres soient des peines qui leur soient réservées. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que parce que musulmans, on se sent davantage touché parce que partageant une communauté de destin, parce que ayant la même direction quand on fait la prière. Cela dit, je pense que nous, en tant que musulmans, nous l'avons manifesté et nous devons continuer à le faire lorsque des actes terroristes ont été commis. Nous nous sommes joints, par exemple, suite à l'assassinat barbare du père Hamel, aux messes qui ont été organisées pour justement... pas seulement nous dédouaner, nous, parce que, encore une fois, on n'a rien demandé à personne. Moi, je n'ai jamais tué personne et je n'ai jamais demandé à personne de tuer qui que ce soit. C'est le cas de plus d'1,5 milliard de musulmans dans le monde. Cela étant, il faut, je pense, éviter l'écueil d'avoir des peines communautaires. Il faut vraiment ne pas tomber dedans parce qu'en fait, les théoriciens de cette haine, ces dealers de haine, c'est ce dont ils rêvent en réalité. Ils rêvent justement de voir que nous allions dans ce sens. Mais je pense que... Mais vous n'auriez pas aimé voir une sorte de marche blanche organisée comme on a pu le voir avec les Françaises de la communauté juive suite à ces actes inqualifiables de croix gammée sur le portrait de Simone Veil? Pour tout vous dire, cher Chaban, au risque de vous étonner, ces combats-là contre la haine ne seront gagnés qu'à partir de l'instant où tout le monde parlera d'une même voix. Aussi longtemps que nous aurons des peines qui seront exclusives, eh bien nous risquons malheureusement de voir des actes pareils se perpétrer. Et il faut vraiment être conscient d'une chose, le monde est en train de changer. Le monde est en train, mais radicalement, de changer. Jusque-là, les hommes ont vécu les uns opposés aux autres, ou les uns coupés des autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde villagisé. On parle de mondialisation, on parle d'un monde qui est devenu un village. Autrefois, il y a 50-60 ans, il n'était pas possible que vous, dont les parents sont d'origine de la Kabylie, et moi, dont les parents sont d'origine des Comores, il n'était pas concevable que nous nous rencontrions. Aujourd'hui, non seulement nous nous sommes rencontrés, mais peut-être que je me suis marié avec votre sœur et vous avec la mienne, etc. Bref, le monde est devenu un village et pour cette raison, il y a des gens qui sont animés par un passéisme, soit religieux, soit idéologique, qui pensent que le monde va devoir rester comme il l'a toujours été, alors qu'en réalité, le monde n'a jamais été figé. C'est les réalités de la vie. On ne peut rien y faire. Le monde est appelé à vivre, les gens sont appelés à vivre Atef Rouma, maire adjoint à la ville d'Ivry, une ville effectivement dans le Val-de-Marne, beaucoup de mixité interculturelle. Le vivre ensemble y est présent. Le monde est un village, mais on sent quand même maintenant, depuis ces dernières années, il y a des divisions dans la classe politique, mais aussi dans la classe sociale. On sent quand même, voilà, en termes de pouvoir d'achat, il y a les riches, les pauvres. Il y a aussi cette haine sociale
qui grandit. Quelle vision vous avez, vous, justement, en étant un peu lucide, même si je sais que chez vous, ça se passe plutôt bien au sein de votre ville? Effectivement, comme le dit notre ami Mohamed Bajrafi, la société évolue dans les deux sens. On a affaire à une société où on a des riches qui sont de plus en plus riches, désolé d'aller sur le terrain politique, et qui vont, eux, très bien. On a pu voir notamment les derniers chiffres sur les dividendes et le nombre de milliardaires et de millionnaires qui augmentent, et la pauvreté ne cesse de s'aggraver. Alors que ce soit à Ivry-sur-Seine ou que ce soit en France, hein, on peut le voir notamment, on a des mouvements sociaux qui chaque semaine montrent leur violence. Mais aujourd'hui, c'est la société qui est violente, et cela suscite des réactions. Nous, à Ivry-sur-Seine, on fait des choix forts. On a décidé d'investir dans le social. Comme dit une de mes collègues, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Alors, on a tout un tas de dispositifs pour essayer d'améliorer cette vie qui est compliquée. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on y arrive parce qu'on développe, mais ça permet aux gens en tout cas, pour vous, ce sont peut-être des solutions pour améliorer ce vivre ensemble, et puis aussi pour partager des valeurs, parce que lorsqu'on voit ce qui s'est passé vendredi dernier avec cet individu si jeune qui, malheureusement, passe à l'acte avec cette tragédie inqualifiable, c'est aussi peut-être qu'on a une méconnaissance de son voisin, on a une méconnaissance de l'autre, ses valeurs. Il n'y a plus de partage pour certains, en tout cas. Oui, on est dans une société où, comme je l'ai dit, hein, les exclusions sont de plus en plus fortes, les gens se replient sur eux-mêmes. Et ça, c'est de tout temps. Hein. Quand on va mal, on n'a pas tendance à s'ouvrir à l'autre, et on a tendance à chercher un bouc émissaire. Malheureusement, dans la société française aujourd'hui, comme on peut le voir, le bouc émissaire, c'est le musulman. La société va mal à cause du musulman, et nous, on ne souhaite pas tomber dans cet écueil-là. Et la classe politique, dans son ensemble, hein, parce que certains disaient que aujourd'hui, c'est l'extrême droite, ou etc., etc. Ils essayent de se dédouaner de ce crime sur l'extrême droite, mais on a pu le voir, comme l'a répété notre interlocuteur au téléphone, parce que je l'ai vu s'énerver sur Évry. Alors on est bien Ivry-sur-Seine, mais aujourd'hui l'acharnement qu'on a dans notre société n'est plus le monopole de l'extrême droite. On voit certaines personnes à gauche qui cherchent à désigner les musulmans comme bouc émissaire. Je pense qu'il faudrait qu'ils s'exercent un travail de la connaissance des uns et des autres, et de la religion des uns et des autres, pour cultiver ce vivre ensemble, et non pas opposer les gens les uns aux autres. Merci Atef Rouma. Il nous reste une petite dizaine de minutes d'émission. Abdelaz Ekri, vous êtes au téléphone. Une réaction tout de même sur ces chiffres d'islamophobie, malgré, malheureusement, avec l'acte de vendredi dernier, je crois qu'on pourrait se passer de parler de chiffres, mais tout de même, il y a des taux le taux d'islamophobie en France a plutôt baissé comparé à 2017. Il n'a jamais été aussi bas que 2010. Alors, vous énumérez un certain nombre de raisons, le fait qu'il y ait des responsables musulmans, vous parlez aussi le fait que les budgets attribués par l'État pour la protection et la vidéosurveillance sont fort présents. Bon, est-ce qu'on peut dire tout de même qu'en France, vous êtes plutôt optimiste sur ces actes, en parlant de la France, bien évidemment. Maintenant, c'est vrai qu'avec ce qui se passe dans le monde, c'est autre chose. Mais en France, en tout cas, vous êtes plutôt optimiste? Vous savez, je ne suis pas tellement optimiste, parce que si ça a baissé, parce qu'il y a la peur du gendarme, comme on dit entre guillemets, mais néanmoins, la haine contre les musulmans, elle existe, malgré ce que j'ai entendu, le vivre ensemble. Oui, le vivre ensemble existe. Il y a beaucoup de rencontres entre les catholiques. Moi, je suis dans une région, il y a des protestants, les juifs, les musulmans et tout ça. Il y a des rencontres permanentes, il y a des échanges permanents, etc. Mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est les discours de certains hommes politiques qui, naturellement, aussi bien de droite que certains qui se disent de gauche, mais au moment de certaines élections, ils ne se gênent pas également pour essayer
monter alors, la mayonnaise. que faut-il faire? On vous connaît, hein, effectivement, vous avez un franc-parler, vous y allez directement, rien ne passe à l'as avec vous. Alors, que faut-il faire? Bon, on voit tout de même qu'un certain nombre de politiques, femmes et hommes, sont présents derrière la communauté musulmane. Je pense qu'il faudrait peut-être pas non plus généraliser, mais que faudrait-il faire demain pour que ça bouge et que ça change, et peut-être que vous évitiez de porter plainte à chaque fois que, notamment, un élu ou une élue française, pour vous, donc, appelle à la haine ou fait l'apologie du terrorisme? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'élus qui nous soutiennent ou qu'il y a des élus qui soutiennent les musulmans. Bon, on entend plus ceux qui dénigrent et ceux qui, naturellement, incitent vers la haine que les autres. En 2017, on a eu 100 actes anti-musulmans. Bon, ça, 100 plaintes qui ont été déposées dans les commissariats et les gendarmeries transmises au parquet. Sur ces 100 plaintes, il y a eu quand même 45 attaques de lieux de culte, 5 cimetières qui ont été naturellement tagués, qui ont été dans les tombes ont été saccagés. Alors que faudrait-il faire selon vous? Faudrait travailler un peu plus. Je pense que vous êtes aussi en contact avec les responsables associatifs, la classe politique. Il nous reste vraiment 5 petites minutes d'émission. Que faudrait-il faire selon vous? Comment vous pourriez améliorer ça? Vous avez demandé à rencontrer les candidats avant l'élection d'Emmanuel Macron. Vous avez été reçu par certains. On vous avait aussi proposé et promis des choses. Que faudrait-il faire demain? En 1 minute, l'émission malheureusement touche à ça. Écoutez, en 1 minute, nous avons rencontré la ministre de la Justice. Nous lui avons demandé que tant que les tribunaux ne condamnent pas avec force les gens qui commettent de tels délits, on n'avance pas. Parce qu'on trouve des circonstances atténuantes. Imaginez une plainte déposée contre un élu et le parquet nous écrit que le dossier a été perdu et que l'affaire a été classée sans suite. Est-ce que pour une autre communauté, on perd un dossier? Impensable. Donc ce qu'il faut qu'il y ait une justice. Si on veut que les actes baissent, il faut que la justice soit sévère, il faut que la justice passe. Merci Abdellah Zekri. Je rappelle donc que vous êtes président de l'Observatoire contre l'islamophobie. Merci d'avoir été avec nous en direct sur ce numéro L'Actu. Vous pouvez rester bien évidemment pour ces 5 petites dernières minutes d'émission. Atef Rouma, maire adjoint à la ville d'Ivry-sur-Seine, merci d'avoir été avec nous. Peut-être un dernier mot en 30 secondes, le mot de la fin pour vous. Écoutez, je tiens à vous remercier encore une fois pour cette invitation. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, malheureusement, on est dans une société qui se durcit de plus en plus, où je le souhaite, hein, qu'on n'ait plus de crimes terroristes à portée raciste, islamophobe, antisémite, homophobe, tout ça, on le condamne. Mais pour aller au bout de cette démarche, il y a des choses simples et des gestes simples à faire. C'est, comme on a pu le voir et se le dire, c'est aujourd'hui libre antenne à ceux qui viennent déverser leur haine sur une communauté qui n'a rien demandé. Aujourd'hui, les gens qui soutiennent la communauté musulmane sont taxés d'islamo-gauchistes et taxés de faire leur beurre sur l'électorat musulman, ce qui n'est absolument pas le cas, hein. Aujourd'hui, et pour conclure, comme on connaît cette phrase, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et il faut que tous les racismes soient condamnés par des peines exemplaires. Voilà. Merci infiniment Atef Rouma d'avoir été avec nous, maire adjoint à la ville d'Ivry-sur-Seine, et vous êtes notamment élu à la petite enfance, donc les petits, ça vous connaît. C'est vrai que l'éducation, ça commence très tôt. Avant de vous donner le mot de la fin, messieurs, sur ce plateau, je voulais quand même rendre hommage à la Nouvelle-Zélande, notamment les Néo-Zélandais qui se sont rassemblés pour se frapper la poitrine, taper du pied avec ce haka, voilà, qui est une danse très connue en Nouvelle-Zélande. Ils souhaitaient vraiment rendre hommage à toutes ces victimes et leurs proches.
Voilà, sur ce sujet signé le HuffPost, vous l'avez vu, donc la Nouvelle-Zélande qui rend hommage avec le haka que vous connaissez notamment dans le cadre des matchs de rugby. Avant de se quitter, Mohamed Bajrafil, vous êtes imam. Plusieurs musulmans en Nouvelle-Zélande se sont exprimés. Ils n'ont pas de haine. Voilà, ils n'ont pas spécialement de haine, pas de rancœur. Pour certains, ce n'est pas qu'ils comprennent, loin de là, mais pour eux, il y a toujours un espoir. Vous savez, quand on réagit, c'est qu'on est vaincu. Il y a agir et réagir. Et c'est le bien qui doit tout le temps agir. Et de cette manière, il relègue derrière le mal. Il y a une phrase qu'un monsieur qui s'appelait Al-Asbahani disait, « Si les hommes se donnaient les raisons de l'amour, il se passerait de dirigeants. » Et il y a une chose quand même qui doit être dite, c'est que malgré le fait que ce terroriste ait dit qu'il s'est radicalisé en France, on peut reconnaître cela au peuple français. C'est que jusqu'à là, et j'espère pour toujours, jamais un acte pareil ne s'est perpétré. Je pense qu'il faut savoir rendre hommage au peuple français qui, dans son ensemble, n'a pas cédé à ces appels de haine, même si les ménestrels de la haine vont de plateau en plateau pour répandre celle-ci. Cela doit être reconnu à ce peuple, à ce grand peuple, et c'est, je pense, de cette manière que nous arriverons ensemble à faire face à ces appels de haine. Pour terminer, deux questions. Jamais un acte en France, mais on est toujours quelque part dans cette impuissance. C'est un acte qui a été planifié, organisé, on l'a vu en Nouvelle-Zélande. Les autorités françaises, les responsables politiques l'ont dit clairement, on n'est pas à l'abri en France d'un acte comme celui-là planifié. Première question. Et deuxième question, désolé, il vous reste vraiment 2 petites minutes. Comment on peut accompagner les proches, justement, quand on perd un enfant de 3 ans? Malheureusement, c'est dramatique comme situation. Effectivement, je pense que je rejoins l'imam Bajrafil sur le fait qu'en France, il n'y a eu pour l'instant pas d'acte qui a été commis. Malheureusement, il faut rester très vigilant et notamment prendre, je pense, des mesures beaucoup plus fermes vis-à-vis de ces attiseurs de haine qu'on peut voir dans les différents médias. D'une part, et deuxièmement, nous on a fait le choix, on a vu tout à l'heure des images qui étaient difficiles, les images du tueur qu'il a choisi de diffuser sur Facebook. Nous, on a fait le choix de s'investir dans l'audiovisuel, et ce documentaire Your Last Walk in the Mosque, même si on parlait tout à l'heure de la réaction des musulmans, qu'il n'y a pas eu de marche, je pense qu'on a tous été sonnés le jour même, mais on a reçu énormément de messages justement par rapport à ce documentaire. Et énormément de diffusions vont être organisées, que ce soit en France, mais aussi au Canada et aussi dans d'autres pays. Et on peut voir à travers ce documentaire la dignité dans les yeux de ceux qui ont perdu des proches et la façon, la résilience et la façon avec laquelle ils ont surmonté ce deuil de façon très courageuse. Et je pense que ce documentaire, qui s'extirpe du point de vue du tueur et se place dans le point de vue de cette mosquée dans laquelle un acte de terreur a eu lieu, ce documentaire a aussi une vocation thérapeutique et je pense qu'il va pouvoir aider beaucoup de gens pour essayer de comprendre ce qui se passe après. Vous avez fait le speech, on regarde la bande-annonce. Du point où j'étais, j'avais tout vu. C'était... On en vient à cet attentat dans une mosquée au Canada. 1 ou 2 tireurs cagoulés ont donc tué 6 personnes pendant la prière. Jamais le pays n'avait connu cela. En pleine nuit, le Premier ministre du Québec, très ému, intervient devant la presse. Nous partageons tous et toutes le sentiment d'horreur, d'incrédulité qui nous a envahis lorsqu'on a appris cette nouvelle. Je pense qu'on se dit tous spontanément, chez nous à Québec. Tu es content de rencontrer ta famille, tes enfants, mais aussi, il faut penser que d'autres n'ont pas eu cette chance. Les hommes qui n'ont pas pu rentrer, que leurs épouses et leurs enfants ont tenté de les appeler toute la nuit, alors qu'ils étaient dans la morgue ou étaient dans la mosquée. Moi, je pleure, je sais, je pleure, je le sais.
Mais je me dis, Dieu, tu sais, au fond de moi, je pleure, mais ce n'est pas parce qu'il est décédé, c'est parce qu'il n'est pas là. Cette personne-là qui a perpétré l'acte, elle a avoué clairement qu'il était nationaliste québécois. Je marchais dans la mosquée. Je ne marche plus. Ta dernière marche était dans la mosquée. Ta dernière marche était dans la mosquée. Voilà le teaser, ta dernière marche dans la mosquée. Je vous invite vraiment à vous le procurer sur les réseaux sociaux. Alors, je tiens juste à préciser que justement, au vu de cette attaque, il nous a semblé évident de le mettre à disposition de tout le monde de manière complètement gratuite et de manière complète sur Internet, sur la plateforme Vimeo. Il suffit juste de chercher sur Google « Ta dernière marche dans la mosquée » ou « Your last walk in the mosque » et vous avez le documentaire qui est disponible pour tous. Beau cadeau. Merci Abderrahmane. Et Jude, je rappelle, vous êtes donc médecin. Je crois que je n'ai pas stipulé au début et vous êtes co-réalisateur de ce documentaire. Je rappelle, 4 mois après la tuerie de janvier 2017, vous êtes rendu avec vos équipes, vous étiez prévu pour y rester quelques heures et vous y avez passé quelques temps pour aller à la rencontre notamment de ces fidèles et de savoir un peu ce qui se passe avec un autre regard médiatique. Donc ça vaut vraiment le coup. Merci à vous. Mohamed Bajrafil, merci d'avoir été avec nous. Imam à Ivry-sur-Seine, théologien, professeur, historien, islamologue. Ils étaient avec nous au téléphone, en direct. Un salut et un remerciement à Abdellah Zekri, président de l'Observatoire contre l'islamophobie. Il était avec nous aussi. Atef Rouma, maire adjoint à la ville d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube. Abdellah, merci d'avoir donc réalisé cette émission avec tes équipes. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro L'Actu.